Monsieur, bonsoir. Lundi 15 juin, au menu de questions écho ce soir, d'abord une entrée en matière avec le pilier de la croissance marocaine, l'agriculture. Comment le secteur a-t-il vécu les impacts liés à la pandémie, conjugués à ceux liés à la pénurie d'eau? Avec une consommation annuelle équivalente à 80% des quantités d'eau utilisées au Maroc, le secteur est confronté aux aléas climatiques. Preuve en est, d'après la tutelle, la production de céréales devrait baisser de près de la moitié au titre de la campagne agricole 2019-2020. Alors, quelles sont les pistes pour amortir les dégâts? Réponse en compagnie de Mohamed Amouri, président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Ensuite, il sera question de finances participatives avec la création de 2 fonds de garantie. Cette offre d'appui est gérée par Sanad Tamouil, relevant de la Caisse centrale de garantie. Elle porte sur des mécanismes d'intervention en faveur des entreprises comme des particuliers. Quel apport réel dans le financement de la relance espérée pour notre économie? Saïda Merdir, expert en finances participatives, répondra à nos questions. État des lieux du secteur de l'agriculture en temps de Covid en compagnie de Ala Benani. 4 mois après le début de la Covid-19 au Maroc, le secteur agricole semble avoir plutôt bien résisté. C'est notamment le cas des filières de maraîchage et d'arboriculture. Une production abondante a été constatée malgré une pluviométrie moins généreuse cette année. D'ailleurs, ce retard des pluies a lourdement affecté la filière céréalière dont la production n'a atteint que 30% de son objectif, soit à peine 1,3 million de quintaux selon le département de l'agriculture. Toutefois, les niveaux de stock permettent de couvrir 5 mois des besoins nationaux en blé tendre et jusqu'à 4 mois pour le blé dur. Globalement, la non-disponibilité de la main-d'œuvre en raison du confinement décrété depuis le mois de mars a été l'un des effets du coronavirus ressentis dans le secteur agricole. Il en est de même du transport et de la commercialisation de la production, freinés par les limitations de transport et circulation, ce qui a entraîné des pertes de récolte chez certains agriculteurs. Face à cette situation, l'État a mis en place un guichet unique dédié au dépôt des dossiers de demande de subvention pour les agriculteurs. La procédure des indemnisations des paysans contre la sécheresse par la mutuelle agricole marocaine d'assurance et le crédit agricole s'est élevée pour sa part à 350 millions de dirhams. Ces 2 organismes ont d'ailleurs financé divers programmes en faveur des paysans pour une valeur globale de 1,5 milliard de dirhams. Et depuis l'Arrache par téléphone, Mohamed Amouri, président de la Comader. Bonsoir Mohamed Amouri. Bonsoir Madame Ihsan. Selon un sondage d'agrimaroc.ma, 67% des agriculteurs approchés n'auraient pas constaté de réel impact de la pandémie. Qu'en pensez-vous? Eh bien, voilà, Madame, nous avons vécu cette campagne. Merci d'abord pour l'invitation. Nous avons vécu cette campagne agricole qui était caractérisée par une sécheresse très accentuée, une sécheresse qui a quand même sévi toute l'année. Nous avons donc enregistré des déficits pas très importants en matière hydrique, donc quelque chose comme 30% par rapport à la moyenne des 30 dernières années de nos réserves et de 25% par rapport à la campagne précédente, les réserves hydriques dont dispose le pays. Évidemment, l'impact de cette sécheresse est venu se compliquer avec l'impact évidemment du coronavirus qui a frappé le Maroc au même titre que pratiquement tout le monde. Et donc, conséquence de cela, toutes les mesures barrières, toutes les mesures évidemment de précaution à prendre pour éviter la contagion ont évidemment agi sur un certain nombre de filières de manière très défavorable. Quelles sont ces filières justement? Quelles sont ces filières qui ont le plus souffert justement? Alors, les filières qui ont souffert le plus, c'est les filières de production animale, essentiellement la filière avicole, évidemment conséquence de la fermeture des marchés hebdomadaires et de la fermeture d'un certain nombre de commerces de proximité. Les producteurs de poulet, ils ont été obligés donc de produire sans savoir comment vendre. Donc nous avons une contrainte commerciale. La filière suivante, qui est la filière évidemment des petits ruminants, à savoir les ovins et les caprins, conséquence de la fermeture des marchés hebdomadaires,
Donc il n'y a pas eu de transaction suffisante pour pouvoir maintenir une trésorerie susceptible de leur porter l'appui à l'engraissement de leur bétail, ovins et caprins. Mais conséquence de tout cela, évidemment, la Comader, qui est l'association de toutes les interprofessions, a dû évidemment demander à notre gouvernement, à travers notre ministère de tutelle, de réaliser un certain nombre d'opérations, essentiellement les souks pilotes, les marchés pilotes, modèles qu'on appelle les modèles Covid-19, les marchés modèles Covid-19, dont le premier, vous l'avez vu, un peu partout par les moyens de communication, a démarré à Azrou il y a une semaine, à peine une semaine. Donc nous avons donc heureusement que le gouvernement a pu autoriser les marchés hebdomadaires pour qu'on reprenne la commercialisation de ces petits ruminants et aller et favoriser cette filière animale. Mais quand vous dites, quand on parle de cette expérience de Azrou qui vient d'être donc tout juste lancée il y a une semaine, vous l'évoquiez, est-ce une expérience qui va être dupliquée dans d'autres régions du royaume à l'approche notamment de Eid el-Kbir? Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs les consignes et je pense que la réussite de ce marché, d'abord nous avons un deuxième marché que nous allons lancer maintenant officiellement dans la région de l'Oriental et que cette expérience et ce modèle sera un petit peu généralisé même dans les souks hebdomadaires. Donc les communes qui gèrent ces souks-là, ils vont évidemment s'inspirer de ce modèle pour pouvoir éviter d'abord la contamination des personnes entre elles, parce que le modèle prend toutes les mesures et toutes les précautions nécessaires en matière de se laver les mains, des masques. Les mesures sanitaires, en tout cas comme prévu. Alors, je voudrais juste revenir avec vous sur cette question de manque de pluie, de pluviométrie à la baisse cette année. 80% des quantités d'eau, encore une fois, utilisées au Maroc, vont vers l'agriculture. Comment cette situation a-t-elle été gérée ? Bon, madame, tout ça, il a quand même un historique. Nous avons quand même développé une stratégie agricole très importante qui a fait que actuellement nous sommes en train de récolter quelques fruits. C'est grâce donc à la stratégie du plan Maroc Vert, implantée depuis 2008-2020, qui a réalisé énormément de projets d'irrigation. Nous avons fait des projets d'économie d'eau, notamment l'irrigation à goutte pour essayer de réduire au maximum l'eau d'irrigation, et aussi l'organisation professionnelle qui est aussi à l'origine de cette stratégie de plan Maroc Vert. Le Maroc actuellement, grâce à Dieu, et le secteur agricole est très bien organisé. Nous sommes 18 filières agricoles, végétales et animales qui sont réunies autour d'une association que vous avez citée tout à l'heure, qui est la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, et que donc, grâce à cette base de plan Maroc Vert, nous avons connu une mobilisation des professionnels très importante face à l'impact de Corona. Donc les professions agricoles, notamment du maraîchage et des produits à l'export et tout ça, ils sont sortis sur le terrain grâce aussi à l'aide de notre ministère, de notre ministre et notre secrétaire général qui ont été très actifs et très accompagnateurs dans ce domaine et qui nous ont accompagnés de manière positive pour d'abord continuer notre activité de manière régulière et l'approvisionnement des marchés aussi de manière régulière. Vous avez remarqué. Oui. Mohamed Amouri, non, je voudrais juste revenir à cette question d'aléas climatiques et non des impacts du Covid-19. La violente tempête de grêle qui avait frappé le 6 juin dernier la région de Fes-Meknès a affecté une large superficie. On parle de plus de 9000 hectares. Je voudrais vous poser cette question par rapport à l'assurance climatique, même plus. Multirisque, couvre-t-elle ce genre de perturbations climatiques? Si oui, est-ce généralisé pour tous les producteurs? Madame, non. Ce sont des calamités naturelles qui arrivent souvent, de temps à autre, pas souvent, heureusement. Je pense que dans le cadre de Fonds de développement agricole, notre ministère
dispose des moyens d'appuyer les agriculteurs qui ont suivi ce fléau de la grêle, qui a été très dur pour les producteurs des arbres fruitiers, surtout en pleine saison de récolte. Absolument. Et qu'il y a une subvention des filets d'empêchement de la grêle. Il y a des aides qui sont en cours d'étude par notre ministère, pour appuyer ces personnes qui ont été endommagées. Je pense on a parlé de 9000 hectares, mais notre ministre aussi, il a fait constater dernièrement, lors de sa visite dans la région, parce qu'il a été dans la région, il a parlé de 19 000 hectares. Donc, c'est quand même assez fort. Et bon, nous, en tant qu'organisation professionnelle, on appuie nos collègues de la profession des arbres fruitiers au maximum pour qu'ils puissent être aidés. Évidemment, il y a une question très importante sur laquelle les gens doivent revenir, c'est les assurances. Absolument. Les gens, ils doivent absolument se protéger moyennant des contrats d'assurance pour éviter ces fléaux et ce genre de calamités naturelles. Sécheresse, inondation, grêle, gel et tout ce qui peut venir d'une manière sur laquelle on ne peut rien, y compris le coronavirus. Absolument. Alors, si vous le permettez, Mohamed Amouri, président de la Comader, nous allons passer aux questions des internautes et de nos chers téléspectateurs fidèles à Question Écho. La première de Youssef via Facebook qui vous pose la question suivante. Comment intégrer l'impératif de la sécurité alimentaire face au stress hydrique dans la politique agricole? Évidemment, la nouvelle stratégie en cours d'étude actuellement, effectivement, le stress hydrique et la sécurité alimentaire vont de pair. Si nous avons l'eau, on peut tout faire, et si on n'a pas l'eau, on ne peut rien faire. Nous sommes un pays qui, géographiquement, nous sommes dans une région qui n'est pas pluvieuse. C'est-à-dire les pays producteurs de céréales, pour parler de la sécurité alimentaire, c'est essentiellement les pays pluvieux, où il y a beaucoup de pluie. On ne peut pas faire des céréales avec de l'eau d'irrigation par dessalement de l'eau de mer ou par la nappe phréatique, qui est un pompage très, très éloigné, qui coûte cher aussi. Donc, nous avons toujours, disons que nous avons toujours la satisfaction alimentaire au maximum, en matière de fruits et légumes, de viande, etc. Il n'y a que les céréales que, malheureusement, notre pays est géographiquement dans une position géographique défavorable pour avoir des pluies suffisantes et produire des céréales. Et donc, nous avons quand même des zones irriguées où on assure une quantité, une superficie importante. Je pense qu'il y a de l'ordre de 300 000 hectares de terrains irrigués qui produisent, mais c'est pas suffisant. Donc, dans les années sèches, le Maroc souffre évidemment de ce problème. Donc, en fait, ce que vous dites, je me permets de vous interrompre, ce que vous dites, c'est que le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le Maroc devrait réorienter sa production agricole vers les céréales. Et d'ailleurs, le ministre de tutelle avait assuré que l'orientation vers les céréales pourrait faire perdre à l'agriculture marocaine une valeur ajoutée de 20 milliards de dirhams par an. Donc en fait, on ne devrait pas s'orienter vers une autosuffisance, notamment en céréales, mais plutôt penser en valeur ajoutée. Oui, madame. Vous savez, les céréales, c'est notre, évidemment, aliment principal et il faut qu'on le trouve. On le produit chez nous, on l'achète ailleurs. Mais on l'achète avec quoi? On l'achète avec des devises. Et comment on trouve les devises si on ne produit pas des produits à grande valeur ajoutée qui nous donnent des devises pour pouvoir importer cette matière qui nous manque? Donc, on ne peut pas produire avec de l'eau des céréales parce que ça va coûter très cher, beaucoup plus cher que de l'importer, mais on peut produire quelque chose de similaire qui peut nous donner beaucoup plus d'argent pour importer les céréales tranquillement à partir des pays qui sont producteurs et qui sont disponibles dans tout le monde. Parfait. Je voudrais passer à une autre question d'une téléspectatrice, Zoubida, qui se pose la question suivante. Quelles sont les priorités du plan Génération Green 2020-2030 avec la crise du Covid-19? Est-ce que la digitalisation des process agricoles est toujours d'actualité? Absolument. La digitalisation devrait être notre préoccupation principale durant cette période de 10 ans. Nous avons passé, je pense que la personne qui vous a posé la question a dû assister à un webinaire que la Comader a réalisé
il y a à peine quelques jours, 4 ou 5 jours, sur la digitalisation de la commercialisation des produits agricoles. Donc, réfléchir à ce défi-là, parce qu'il faudrait qu'on change un petit peu de mentalité en matière de commercialisation. Et donc, on doit nous organiser. Donc, les priorités du plan Génération Green, bien sûr, sur le fond de crise de Covid-19, seraient ce point important de digitalisation. Quelles sont les autres priorités? Évidemment, la priorité hydrique, de créer des ouvrages qui nous assurent une quantité d'eau suffisante pour produire tout ce qu'on doit produire. Et puis surtout, l'aspect humain. Donc la formation des personnes, la création des petites entreprises suffisamment modernes et la création des coopératives, l'encouragement au savoir-faire. Tout ça, c'est les priorités pour créer de la classe moyenne dont l'objectif est très très important dans le rural notamment. Merci beaucoup Mohamed Amouri, président de la Comader, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup. Merci Allah Khadija. Merci beaucoup. À vous. Merci. Nous passons sans plus attendre à la deuxième partie de Questions Éco. Et en cette seconde partie, il sera question de finances participatives. Retour d'abord sur le lancement des fonds de garantie d'Aman Iskan et d'Aman Muqawala avec Ala Benali. Les banques participatives ont désormais un fonds de soutien et d'appui à l'instar des banques conventionnelles. Objectif, leur permettre de poursuivre et renforcer davantage l'accompagnement et le financement des ménages et des entreprises. Il s'agit de 2 fonds baptisés Daman Iskan et Daman Muqawala. Comme son nom l'indique, le premier, Daman Iskan, constitue un fonds de garantie des financements accordés par les banques et fenêtres participatives en faveur des particuliers pour l'accès à la propriété. Il est géré par la fenêtre participative de la Caisse centrale de garantie, Sanad Tamwil. Le second, Daman Muqawala, représente un fonds de garantie des financements accordés par ces mêmes banques en faveur des très petites et moyennes entreprises. Ce système, qui confirme l'engagement de l'État pour la promotion du marché des financements participatifs, constituera un renfort pour soutenir et diversifier les modes de financement, aussi bien des entreprises que des ménages, et contribuer ainsi à la relance de l'économie nationale. Il est à noter que le lancement de ces 2 fonds fait suite à l'avis de conformité du Conseil supérieur des Oulémas. Et nous joignons depuis Casablanca par Skype notre deuxième invité, Saïd Amerdir, expert en finances participatives. Bonsoir Saïd Amerdir. Bonsoir Madame Ihsan, merci pour l'invitation. Je saisis l'occasion pour souhaiter propre rétablissement à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au nom de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative. Nous souhaitons à tous un prompt rétablissement. Alors tout d'abord, peut-être pour nous rapprocher un peu davantage de ces 2 fonds de garantie, qu'est-ce que cela apporte concrètement aux citoyens lambda ? Alors, pour le citoyen lambda, effectivement, donc la finance participative a démarré au Royaume du Maroc pratiquement il y a 3 ans avec 8 banques participatives, donc ce qui a donné naissance aux créations carrément, au financement de 10 milliards de dirhams. 10 milliards de dirhams pour tout ce qui est logement et également tout ce qui est auto, ce qui est bien sûr matériel professionnel. Alors, après, effectivement, il fallait renforcer l'offre et grâce à l'initiative maintenant de Sanad Tamwil, qui a permis effectivement de lancer les 2 fonds, un qui est dédié aux particuliers, on a Fogarim Iskan, Fogaloge Iskan, et surtout on se concentre sur les 2 derniers, à savoir Daman Mubashir et Daman Daim, qui sont effectivement dédiés aux entreprises marocaines. Très bien. Que valent les fonds de garantie, n'est-ce pas, sans assurance Takafoul? Alors justement, cet écosystème aujourd'hui, nous avons essayé d'imaginer à travers le travail associatif que nous avons démarré depuis pratiquement 2013-2014. Bon, il y a 7 ans maintenant, ça aboutit pour les banques participatives. Il reste encore un travail de fond pour l'assurance participative Takafoul, justement, parce que les 10 milliards de dirhams aujourd'hui qui sont financés par les banques participatives, les 8, ont besoin d'une assurance décès emprunteur. Et Dieu le sait avec Covid-19, maintenant, le coronavirus. Donc le risque du décès est très important, de la nécessité d'accélérer les process. D'ailleurs, la CAF vient de publier
le décret d'application, il reste encore la circulaire, les contrats types et l'arrêté du ministre des Finances pour que les premières compagnies d'assurance déposent leur demande d'agrément et qu'on démarre cette activité très très rapidement, au plus tard, troisième trimestre 2020. Au plus tard, au deuxième trimestre, et surtout qu'il y a un grand besoin de financement, notamment chez les entreprises qui ont subi de plein fouet, bien sûr, encore une fois, les effets directs et indirects de cette pandémie. Comment pensez-vous que, justement, cette finance participative puisse aider à financer ce plan de relance marocain? Je parle bien sûr du privé et non du plan de relance du gouvernement. Alors justement, parce qu'à un certain moment, si vous avez suivi un peu l'actualité, avec Ntelaqa, le projet Ntelaqa, les banques participatives ne pouvaient pas participer de manière active parce que tout simplement il y avait deux produits ou deux supports importants qui manquaient, à savoir la caisse de garantie, donc c'est les fameux produits d'Aman Moubachir et d'Aman Dail qui viennent d'être lancés, et deuxième élément, c'est le refinancement auprès de Banque Le Maghreb. Donc ces deux éléments qui sont très importants, sur lesquels se basent aujourd'hui les banques commerciales, manquaient pour les banques participatives. Maintenant, avec les Daman Moubachir et Daman Dail, rappelons que Daman Moubachir, c'est un fonds qui est dédié effectivement aux TPE, aux PME, justement pour les financer à hauteur, bien sûr, de 1 million de dirhams pour les TPE, PME entrepreneurs qui ne dépassent pas 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et deuxième DAIN, c'est pour les sociétés qui dépassent les 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, si on fait la comparaison, c'est pratiquement 10% de financement qui leur permettrait de, bien sûr, d'avancer et de créer de la valeur, de la richesse pour bien sûr, pour le pays et pour le jeune. Donc, ce qui fait que la CCG a joué un rôle très important, mais il n'empêche que nous attendons également l'assurance Takafoul participative d'essai, l'assurance également développe également l'épargne et tout ce qui est multirisque bâtiment qui permettra également d'offrir d'autres produits qui sont nécessaires et primordiaux aussi bien pour les particuliers que pour l'entreprise. Puisque vous le citez, vous avez cité ce programme Ntelaqa qui, rappelons-le, a été initié en début d'année par le souverain. Vous avez parlé de financement, mais il y a aussi cette partie tout aussi importante qui est celle de l'accompagnement. Et justement, les banques participatives, c'est un peu cela, l'accompagnement de l'entreprise pour soit déjà la montée ou plutôt pour dépasser des crises comme celle que nous sommes malheureusement en train de vivre. Quel est le rôle que pourra jouer justement ces banques participatives et ces structures de finances participatives pour accompagner ces entreprises? On le sait, on parle là de plusieurs secteurs et on parle aussi d'entreprises qui sont un peu... qui ne savent plus sur quel pied danser, ni comment elles pourront peut-être un jour retrouver une activité normale. Est-ce qu'il y a cet accompagnement aussi ? Alors justement, merci pour cette question qui est très très importante parce qu'au-delà du financement, le plus important, c'est l'accompagnement. Parce que de toute manière, TPE, PME ou auto-entrepreneurs, généralement, ils ont des projets qui sont intéressants. Mais il faut absolument l'accompagnement qu'il faut pour que le projet soit bancable. Bancable, ça veut dire que la banque participative peut effectivement le financer. Ce travail de fond en amont, il est aujourd'hui réalisé par plusieurs banques participatives, justement en négociant des tarifs très intéressants avec des consultants, justement pour accompagner le jeune, accompagner les auto-entrepreneurs, les TPE et les PME, justement pour que préparent leur BP, le business plan, qu'il soit solide, qu'il soit bancable, pour que bien sûr le financement suivra, et pour que les critères qui ont été adoptés, les règles de valorisation, l'étude de marché, etc., soient à jour de telle manière que la banque trouvera ce dossier complet, bien sûr challengé par des consultants en amont, et bien sûr le financement viendra par la suite, et généralement, il y a de bons résultats lorsque l'auto-entrepreneur, la TPE ou la PME passe par ce stade d'accompagnement qui est très important pour justement tracer sa trajectoire au niveau de l'entrepreneuriat, créer de la valeur, de la richesse et ne pas avoir des problèmes par la suite. J'aurais également aimé insister sur un point très important qui est le besoin en fonds de roulement. Nous avons un nouveau produit qui s'appelle le Salam, qui sera lancé bientôt par une banque participative de la place, ou deux ou trois. La plupart travaillent maintenant sur le projet, mais il y a eu deux qui sont en avance et qui permettraient effectivement de financer ce que nous appelons le besoin de fonds de roulement. Parce que c'était un peu difficile de donner du cash directement, mais à travers le Salam, on arrive quand même à financer sur une dérogation en quelque sorte de financer un produit même s'il n'existe pas encore.
Et donc, c'est une dérogation qui existait depuis avant même le prophète et qui a été effectivement validée par le Conseil supérieur des Ulama et qui permettra d'apporter une bouffée d'oxygène à nos TPE-PME parce qu'ils ont besoin du cash pour fonctionner en attendant, bien sûr, que le résultat vient par la suite, qu'ils réalisent leur profit, etc. Mais en attendant, ils ont besoin de payer leur salaire, ils ont besoin de payer le loyer, l'électricité, etc. Tous ces éléments, ils sont aujourd'hui finançables grâce au salam. Très bien, juste pour terminer, alors est-ce que ce sera vraiment l'élément déclencheur finalement, cette crise de Covid? Ce sera une opportunité pour insuffler un souffle, je veux dire, nouveau pour la finance participative et notamment vers l'entrepreneuriat? Exactement. Alors, Dieu le sait aujourd'hui avec Covid-19, avec bien sûr le risque qui est très important sur l'assurance Takafoul ou l'assurance participative pour baquer les 10 milliards de financements réalisés par les banques participatives depuis 3 ans. Mais n'empêche, ce sont des menaces. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités intéressantes. Aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce contact à distance. Ça nous a permis effectivement de lancer plusieurs webinaires avec le cercle des dirigeants. Et il nous a permis effectivement de toucher plusieurs régions du royaume parce que finalement la finance participative qui était essentiellement basée sur l'axe Casaraba au maximum Marrakech. Aujourd'hui on est visible sur le Lyon, on est visible sur Dakhla, toutes les régions du royaume sont là, qui nous suivent. Deuxième élément qui est très important, nous avons également réalisé des webinaires avec les pays africains, donc la finance participative, finance islamique chez nos Africains. Donc ça nous a permis de contact avec la Côte d'Ivoire, avec le Nigeria, etc. Et on est en train même de réfléchir à un écosystème beaucoup plus large, un écosystème africain, grâce aux orientations stratégiques de Sa Majesté Roi Mohammed VI. Merci. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, le temps de l'émission est terminé. Merci beaucoup, Saïd Amrdir, expert en finance participative, de nous avoir partagé vos idées et également points de vue sur cette question de finance participative. Avec plaisir. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. N'oubliez pas, vous pouvez interagir avec nous via le hashtag Questions Éco. Je vous retrouve pour ma part demain, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Éco. D'ici là, prenez bien soin de vous.